Le 8 juillet 2003, du côté de San José dans l'État américain de Californie, une jeune employée de la célèbre enseigne Little Caesars Pizza prend son service et répond aux appels des clients afin de collecter leurs commandes. La sonnerie du téléphone retentit. La jeune femme décroche et à l'autre bout du fil, une voix frêle. À l'évidence, il ne s'agit pas d'un adulte, il semble que ce soit une petite fille. L'enfant au téléphone passe une commande, mais les sanglots entre deux mots sont facilement perceptibles. La jeune salariée ne saisit pas réellement ce qui est en train de se dérouler. Il est clair cependant qu'il ne s'agit pas d'une commande standard. Elle essaye donc de comprendre qui est son interlocuteur. En guise de réponse, elle ne reçoit qu'une adresse épelée entièrement. Cette employée ne le sait pas, mais elle vient d'intégrer malgré elle une enquête qui secoue toute la région. La ville américaine de San José, considérée comme la capitale de la Silicon Valley, est un coin relativement sûr des États-Unis. Le taux de criminalité, sans y être le plus bas, reste très raisonnable en comparaison avec d'autres métropoles voisines, notamment celles de Los Angeles, San Francisco et Oakland. Il fait bon vivre là-bas, l'économie s'y porte bien avec les investisseurs ainsi que les créateurs d'entreprises, le climat est agréable et le niveau scolaire est honorable. D'ailleurs, ce vendredi 6 juin 2003, Ginette Tamayo rentre tranquillement de l'école. La fillette, âgée de 9 ans, descend heureuse du gros bus scolaire jaune typique des États-Unis pour entamer cette fin de semaine. Lorsque Ginette se présente devant la porte d'entrée de la maison, elle remarque la moustiquaire entr'ouverte, signifiant donc qu'a priori, quelqu'un était rentré plus tôt qu'elle. Sa mère a sûrement quitté de bonne heure le travail, elle ne s'attarde pas plus et entre pour la retrouver. Avant de la rejoindre, son premier objectif est de déposer dans sa chambre son lourd cartable qui a pesé sur ses épaules durant cette longue journée. Alors qu'elle atteint sa chambre prête à se débarrasser de son fardeau, son regard est attiré par une chose qui ne devrait pas se trouver à cet endroit, du verre. Il y a du verre partout qui jonche le sol de la pièce. La fillette lève les yeux et remarque la fenêtre brisée de sa chambre. Maline, elle comprend que la situation est inquiétante. Son premier réflexe est bon. Elle part en direction du téléphone de la maison afin de contacter sa mère pour lui signaler ce qu'elle vient de constater. Ginette porte le téléphone à son oreille, mais aucun son n'en émane. Pas de tonalité. Et pour cause, l'appareil est hors service. Le câble téléphonique a été sectionné. La situation est floue pour la jeune fille. Elle n'a pas le temps de réaliser quand soudain, on toque à la porte à plusieurs reprises. La fillette, confuse par tous ces événements, se dirige vers l'entrée où elle aperçoit un homme. Curieuse, Ginette ouvre en partie la porte tout en restant sur ses gardes. Cet individu commence à lui poser une série de questions. Il tente de savoir qui est à l'intérieur et regarde par l'ouverture avec insistance. Malgré ses 9 ans, la jeune fille comprend que l'attitude de l'homme est étrange, voire menaçante. Alors, doucement, elle referme la porte qui se bloque aussitôt, la main de l'inconnu faisant barrage. La peur est décuplée chez Ginette. L'homme saisit l'enfant par le bras et la conduit dans la chambre de son frère de force. Les intuitions de la fillette étaient bonnes. Cette personne lui veut du mal. L'homme retire violemment le pantalon de Ginette et lui fait subir ce qu'aucun enfant ne devrait endurer. Une fois ses pulsions écœurantes satisfaites, l'agresseur a pris soin d'attacher les jambes ainsi que les mains de sa victime à l'aide de menottes métalliques et de cordes dont il était équipé. Ce qu'il a fait endurer à cette pauvre enfant, il n'a pas l'intention de s'en contenter qu'une seule fois et décide d'emmener avec lui Ginette. Il traverse la maison avec la fillette sur ses épaules. Pour s'échapper, il choisit de passer par le garage. La lourde porte se soulève de quelques centimètres quand un élément surprend l'agresseur qui voit son plan de fuite compromis. Une voiture s'engage dans l'allée de la maison, se stoppant en face du garage. Ginette la reconnaît. Il s'agit du véhicule de sa mère. Le frère de Ginette, Paul, est déjà sorti de la voiture. Il s'engage sous l'étroit espace entre le sol et l'ouverture qui se fait de plus en plus grande.
Quand il se relève, il fait face à un homme inconnu qui porte sa petite sœur entravée par des liens. Ginette, sachant les intentions malveillantes de l'individu, crie à Paul de s'enfuir. Simplement, la situation ne le permet pas et l'adolescent doit affronter un ennemi bien plus fort que lui. Il ne se dégonfle pas, mais sait aussi qu'un combat à main nue serait perdu d'avance. Pour prendre un petit avantage, il attrape un tournevis posé sur un petit établi tout en tombant sur celui qui tente de faire du mal à sa famille. Paul s'élance afin de planter son arme dans le corps de l'inconnu pour faire le maximum de dégâts. Malheureusement, il est vite désormé par l'homme plus puissant que lui. Le frère reçoit de violents coups de poing au visage sous le regard de Ginette, complètement impuissante et choquée de la scène qui se joue sous ses yeux. Désormais, Paul est évanoui. Son agresseur le traîne à l'intérieur de la maison. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Alors qu'il trimballe le jeune frère inconscient, l'inconnu tombe sur Roselia, la mère, qui après s'être garée est entrée par la porte principale de la maison. En un instant, elle réalise le danger et se jette sur l'homme en essayant d'arracher son fils de ses bras, ce qu'elle parvient à réaliser. Cependant, l'individu n'est pas allé aussi loin pour être bloqué ainsi par la mère de famille, et une bagarre se déclenche. Pendant ce temps, Paul a repris ses esprits. Sous ses yeux, il voit sa mère en difficulté dans un combat qu'elle ne pourra manifestement pas gagner. Alors, le garçon regarde autour de lui et voit une poêle qui sera une arme suffisante pour aider sa mère. Paul se précipite sur l'agresseur qui, une nouvelle fois, réussit à le contrer et à récupérer la poêle qu'il utilise pour neutraliser Roselia qui est un adversaire coriace et prête à tout pour sauver ses enfants. De son côté, Ginette, qui se trouve dans le garage, n'entend plus un seul bruit, alors que des heurts et des cris retentissaient il y a quelques secondes seulement. Qui vient de gagner? Qui va se rendre dans le garage? La fillette espère du fond de son cœur qu'elle verra sa mère la sauver. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un conte de fées, et l'homme taché de sang, qui visiblement ne lui appartient pas, récupère l'enfant. Ginette, choquée, est transportée dans une voiture. Elle demande frénétiquement à l'individu s'il a tué sa famille. Ce dernier rigole simplement à cette question. Avec toute cette agitation, pour ne pas être pris, l'homme conduit comme un véritable chauffard afin de s'éloigner le plus possible de la zone. Alors qu'une distance se crée avec sa maison, Ginette obtient la réponse à sa question. En se tournant et en regardant par la lunette arrière, elle peut voir sa mère courir comme si sa vie en dépendait derrière la voiture. Elle est donc en vie. Paul, son frère, la suit de près en boitant, ce qui, dans ce malheur, réchauffe le cœur de l'enfant, désormais captive. Malgré son âge très jeune, Ginette est lucide. L'homme lui veut du mal, c'est évident. Il faut donc réussir à s'échapper ou solliciter de l'aide. Certes, elle est attachée, mais dans la précipitation, son agresseur ne l'a pas bâillonnée et l'a simplement installée sur la banquette arrière. Comme il conduit en pleine ville, Ginette tente d'interpeller les autres conducteurs en criant, en s'agitant et en frappant de son épaule la vitre du véhicule. Ce comportement déplaît fortement à son ravisseur qui saisit le tournevis avec lequel Paul l'avait attaqué et cogne la fillette jusqu'à ce qu'elle se calme, ce qu'elle finit par faire sous les coups. À cet instant, Ginette Tamayo se trouve dans une situation désespérée. Quelques minutes après l'enlèvement de Ginette, la police est contactée et débarque sur les lieux. Roselia est gravement blessée, elle saigne abondamment, est en état de choc et l'adrénaline sécrétée par son corps n'est pas encore redescendue. Il faut la transporter d'urgence pour des soins, mais la femme refuse. Elle veut d'abord être certaine de pouvoir donner le maximum d'informations aux policiers en charge des premiers éléments de l'affaire. Seulement, cela n'aide pas. Son état critique ne lui permet pas d'être suffisamment lucide pour exprimer ce qu'il s'est passé. Tout est confus. C'est donc de force que Roselia et Paul sont poussés à monter dans l'ambulance afin de se faire soigner à l'hôpital. Les enquêteurs se concentrent sur le lieu où tout s'est déroulé avec les informations récoltées par les seuls témoins de l'enlèvement, Roselia et Paul.
À l'intérieur, ils découvrent une maison sans dessus-dessous, preuve des combats féroces qui s'y sont déroulés. Les fils coupés du téléphone laissent l'hypothèse de la préméditation sur la table. Quelqu'un aurait anticipé un appel des secours. En parcourant la maison, beaucoup de sang est découvert par les agents, notamment dans la cuisine et le garage qui furent les deux endroits des bagarres. La violence était de haute intensité, ce qui inquiète les inspecteurs. L'homme peut se montrer brutal, ce qui met un peu plus en péril la vie de la fillette. Heather Randall est l'inspectrice principale en charge de l'affaire. Comme il y a beaucoup de sang et que les luttes physiques ont été dures, il se peut que l'agresseur ait laissé une trace de son ADN avec son sang. Elle convoque donc une équipe scientifique de la police pour se concentrer principalement sur toutes ces traces qui pourraient permettre un avancement rapide. Des équipes cynophiles sont également appelées afin de parcourir le quartier et peut-être retrouver des indices supplémentaires. Malheureusement, le sang qui se trouve dans la maison n'appartient qu'à 2 personnes, Roselia et son fils Paul, qui ne sont pas parvenus à blesser leur assaillant. Avec un peu de recul, il n'y a pas grand-chose que la police peut exploiter. Il y a des faits relativement précis, certes, mais très peu de preuves médico-légales, si ce n'est aucune, qui conduiraient à découvrir l'identité du ravisseur, ou au moins pointer vers celle-ci. L'investigation ne démarre pas dans les meilleures conditions. L'inspectrice Randall fait le tour du pâté de maison, remarquant un objet qui pourrait s'avérer utile dans la compréhension des faits. Une caméra de surveillance posée dans une allée voisine et surtout orientée en direction de la rue où la maison de la famille Tamayo se trouve. Les images sont réclamées au voisin qui les transmet. Elles sont alors aussitôt examinées et elles sont particulièrement intéressantes. 30 minutes avant que le bus scolaire ne dépose Ginette chez elle, un homme s'est introduit sur la propriété puis dans la maison en brisant une vitre. Il est sorti avec des affaires, laissant ainsi penser à un cambriolage. En revanche, son attitude est bien loin de celle d'un voleur classique qui aurait fui immédiatement. Lui ne le fait pas. L'individu est retourné s'installer dans un véhicule comme pour attendre l'arrivée de la fillette. Ce qui se passe, Ginette entre chez elle puis se déclenche la série d'événements que vous connaissez. La vidéo montre d'ailleurs très bien Roselia et Paul courir derrière le véhicule. Cette partie de la bande, montrant les agissements du ravisseur avant son attaque, intéresse fortement les policiers, parce qu'en Californie, pour déclencher l'alerte Amber, qui est le système d'alerte enlèvement américain, il faut réunir plusieurs critères obligatoires. Parmi ceux-ci, il faut un élément en lien avec l'agresseur, un nom, un numéro de téléphone, ou dans ce cas-là, une plaque d'immatriculation par exemple. Et avec les images d'un véhicule où se trouve le personnage clé de l'enquête, il suffit de regarder la plaque d'immatriculation associée. Un obstacle se dresse néanmoins. La résolution de l'image est de basse qualité, empêchant de récupérer le numéro d'immatriculation de la voiture suspecte. C'est rageant, les éléments sont là, à portée de main, mais la technologie ne jouera pas en faveur des autorités et le minimum requis n'est pas réuni pour déclencher l'alerte Amber. Peu importe, la police a besoin de l'aide du public en vue de débloquer de potentielles nouvelles pistes. Bien que l'impact sans alerte Amber sera sûrement moindre, les enquêteurs supposent que la vie en danger d'une petite fille provoquera suffisamment d'émotions et mobilisera la population. Ils espèrent que l'information se répandra rapidement, amenant dans son sillage des témoignages. En attendant, un effectif de recherche conséquent est déployé sur le terrain en quelques heures seulement. Chaque minute passant, les chances de retrouver Ginette s'amenuisent. 1000 uniformes sont envoyés dans les rues de San José. Des hélicoptères survolent la ville, des chiens traquent l'odeur de l'enfant, et de multiples conférences sont données toujours dans le but de maintenir le nom de la petite fille tout en haut sur la liste des priorités. Il faut au moins ça pour maintenir le mince espoir de revoir un jour Ginette en vie. D'ailleurs, elle aussi de son côté fait en sorte de battre les probabilités, puisque son ravisseur ne lui a pas bandé les yeux. Alors, elle grave mentalement tout ce qu'elle peut voir sur la route dans le cas où elle parviendrait à s'échapper,
ou si elle devait communiquer à quelqu'un sa position. Ce qu'elle note est que le temps du trajet ne fut pas bien long avant que le véhicule ne s'engouffre dans le garage d'une grande maison blanche. Une fois à l'intérieur, le ravisseur descend de la voiture, attrape la petite fille et la transporte 2 étages plus haut dans une minuscule pièce équipée d'un lit et d'une télévision avec une salle de bain adjacente. C'est en ces lieux que Janet est retenue captive, devenant l'objet sexuel de ce détraqué qui, après chaque viol, la place dans la baignoire, en partie remplie d'eau, menottée à la barre de douche. Dans cette maison de l'horreur, les heures s'égrènent, les actes dégoûtants qu'endure l'enfant se multiplient et la police reste coincée dans un épais brouillard. La famille a beau enchaîner les interventions publiques, rien n'y fait. Il n'y a pas de piste, ce qui fait monter d'un cran le niveau d'anxiété de toutes les personnes à la recherche de la petite fille. À l'entame du 2e jour, malgré un état psychologique nécessairement entamé, Ginette ne se contente pas d'être passive et réfléchit à une stratégie qui pourrait la conduire vers la liberté, mais surtout lui éviter une mort prématurée. Ce qui est fascinant, c'est qu'à 9 ans seulement, elle se dit qu'il y a un premier pas nécessaire à franchir, bien que très dur, qui est d'établir un contact avec son ravisseur. Une méthode qui pourrait s'avérer payante, mais risquée. Si l'individu est violent, ce qu'il est en l'occurrence, il pourrait mal prendre cette tentative de l'amadouer, entraînant peut-être des conséquences désastreuses. Mais Ginette est déterminée à tenter sa chance. Elle lui adresse donc directement la parole en lui posant des questions personnelles. Son jeu d'actrice doit être parfaitement rodé. La fillette de 9 ans entre dans un jeu psychologique avec un psychopathe. La moindre faille mettra sa vie en péril. Et il faut bluffer malgré le dégoût qu'elle éprouve à son égard. Lors des premiers mots de Ginette, l'homme est surpris. Il se dirige en sa direction sans parler, la fixe droit dans les yeux un moment, avant d'afficher un large sourire qui terrifie intérieurement la jeune fille. Il faut tenir bon. Elle avance ses pions à son tour et rend ce sourire, bien que ce soit la pire des choses qu'elle puisse subir. Elle tente d'établir ce lien qui pourrait non seulement lui fournir du temps, mais peut-être lui offrir la clé de la liberté. Lorsqu'elle sent que le ravisseur devient un peu plus tendre, elle lui demande si elle peut recevoir un peu d'eau parce qu'elle est assoiffée. L'homme acquiesce et pour la première fois depuis qu'elle est prisonnière, la laisse seule dans la petite pièce. La voilà, la première occasion pour creuser son chemin vers une libération. Ginette, pendant qu'elle était dans la salle de bain, a bien analysé les menottes. Une chose a retenu son attention, il n'y a pas de clé qui permette d'ouvrir ces menottes. À la place, il y a un système de loquet. Tandis que l'homme est un étage plus bas, elle réussit à débloquer les menottes. Elle a peu de temps, mais c'est une occasion en or pour soit découvrir un moyen de s'échapper, soit laisser des indices de sa présence si elle devait être tuée pour que son meurtrier paye le prix cher. Sans trop savoir ce qu'elle pourrait en faire, Ginette récupère la montre que l'individu avait laissée sur la table de chevet. Plus loin dans la pièce, elle prend un petit jouet, une tortue, qu'il lui avait laissée pour qu'elle s'amuse. Enfin, elle attrape ses sous-vêtements dans la salle de bain. Les précieuses secondes s'écoulent. Il n'y a plus de temps à perdre, les pas de l'inconnu résonnent dans les escaliers. Il revient. Ginette se précipite sur le lit où elle cache les éléments qu'elle a dérobés et à toute allure se passe les menottes en faisant comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, c'est la panique. Elle croise les doigts pour qu'il ne découvre pas les objets et elle s'en sort bien. Voici que le 3e jour de captivité débute. Du côté des autorités et de la famille, c'est la consternation après que les immenses moyens déployés pour retrouver la petite fille disparue soient un échec. Ceci est un nouveau moment compliqué. Pour ne pas faire de faux espoirs à la famille, l'inspectrice Randall doit avertir qu'une fois le délai de 48 heures dépassé, la majorité des personnes disparues ne sont jamais retrouvées. Évidemment, ce n'est pas du tout accepté par Roselia, qui ne peut pas croire une telle chose pour 2 raisons. La première, bien sûr, est qu'elle n'accepte pas l'idée que sa fille ne reviendra jamais à la maison. Et la seconde, c'est que cette annonce sonne comme un pré-abandon des recherches
ce qui est inconcevable pour elle. Elle a bien raison, parce que son enfant est toujours en vie. D'ailleurs, Ginette travaille toujours à sa libération en étant le plus agréable possible avec son agresseur. Elle le manipule pour qu'il l'aperçoive comme une personne qui partage sa vie depuis plusieurs années. L'objectif étant qu'il baisse sa garde, pensant qu'il est parvenu à lui laver le cerveau, alors que c'est tout à fait l'inverse. La fillette peut même récolter les premiers fruits de sa manipulation, puisque son ravisseur lui demande si elle a faim. Ce n'est pas du tout le cas, le stress de cette situation la ronge, pourtant c'est en souriant qu'elle dit oui. Une chose inattendue se produit. L'homme lui tend son téléphone portable pour qu'elle appelle elle-même une pizzeria, la Little Caesars Pizza. À l'autre bout du fil, l'employé, comme la procédure l'exige quand une commande est passée, demande le numéro de téléphone portable. Ginette regarde l'homme qui lui transmet et à son tour donne l'information. Il faut faire de même avec l'adresse. Le ravisseur vient d'être particulièrement peu précautionneux. Peut-être parce qu'il pense que Ginette n'est absolument pas un danger, mais maintenant, elle sait où elle se trouve. Les minutes passent, puis quelqu'un sonne à la porte. L'homme descend sereinement les escaliers, s'attarde quelques dizaines de secondes en bas avant de remonter tout sourire avec une boîte à pizza. Alors qu'il pose la pizza sur le sol, sur le sommet de la boîte se trouve une affiche avec le visage de Ginette. Aïe, voilà un moment tendu. Les deux se regardent en silence avant que l'homme ne dise « Ce soir, je vais me débarrasser de toi. » C'est donc son plan. C'est pour cette raison qu'il lui a laissé le téléphone tout en l'autorisant à appeler pour la pizza. Il semble que cet adversaire sur le terrain du jeu de la manipulation soit redoutable en fin de compte. Il rigole, puis quitte la pièce. Ginette comprend qu'il sera difficile de survivre désormais. Simplement, elle ne le laissera pas s'en sortir ainsi. Elle se débarrasse de la pizza, qu'elle n'a pas du tout envie de manger, et y place toutes les preuves qu'elle a récoltées à l'intérieur. Rappelons qu'elle n'a que 9 ans. Une fois fait, elle glisse cette boîte compromettante pour son ravisseur sous le lit. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que l'opportunité de la dernière chance se présente. Les pas résonnent à nouveau dans l'escalier, la porte s'ouvre violemment et l'individu se précipite sur Ginette. Il saisit la petite fille, la propulse sur le lit avant de placer un coussin sur son visage. Elle lutte, l'air manque et elle tente de tourner la tête, mais la pression exercée par l'homme est puissante. Il reste suffisamment de force à l'enfant pour tenter une dernière fois de libérer ses voies respiratoires. En poussant fortement sa tête sur un côté, elle réussit à récupérer de l'air. C'était moins une. Le coussin se soulève et l'homme, qui la fixe avec insistance, lui demande si elle souhaite prendre une douche. Une question incompréhensible suite aux événements qui viennent de se dérouler, mais si cela permet de gagner du temps, c'est oui. Étonnamment, tout se passe normalement. Elle se dépêche de se rhabiller et, consciente qu'elle va certainement mourir, vérifie que la boîte à pizza est toujours en place, que les objets qu'elle avait ramassés sont toujours dans ses poches et rien n'a bougé. Soudain, on frappe à la porte de la maison. Une visite a priori inattendue d'après la réaction du ravisseur qui se jette instantanément sur Ginette, couvrant sa bouche avec sa main. Elle aurait voulu crier, mais il a été trop rapide. Elle comprend qu'elle ne pourra pas agir. Alors, elle se détend pour ne pas l'agacer plus encore. Ils patientent tous deux un long moment, puis, lorsque tout est calme à nouveau, l'homme conduit Ginette dans son garage, la forçant à monter dans sa voiture. Afin de s'assurer qu'elle ne bouge pas pendant qu'il conduit, et pour éviter qu'elle le fasse repérer, le ravisseur lui passe à nouveau les menottes au poignet avant de démarrer son véhicule. Cette fois-ci, c'est la fin. Ce trajet s'apparente clairement à celui qui sera le dernier pour Ginette avant son exécution. La petite fille craque, fondant en larmes face au destin tragique qui se dessine sous ses yeux. Au bout de quelques instants cependant, elle se ressaisit. Certes, la mort est proche, mais il y a peut-être encore de l'espoir. Comme au moment de son enlèvement, elle regarde par la fenêtre le moindre détail qui pourrait servir. Elle enregistre l'itinéraire et chaque particularité qu'il contient. La tâche est beaucoup plus difficile que la première fois,
parce que le trajet est plus long, nécessitant une mémoire capable de stocker bien plus d'informations. Finalement, c'est au bout de presque 30 minutes de route, sans s'arrêter, que le véhicule apparaît avoir trouvé son point de chute sur le parking d'un magasin d'alcool proche d'une autoroute. Il fait nuit noire, l'ambiance est lugubre. Seuls quelques néons à la lumière blanchâtre et inquiétante servent de source de lumière. C'est donc ici que tout va se terminer. L'homme coupe le moteur, descend de la voiture, ouvre la portière arrière et saisit par les cheveux Ginette, terrifiée. Il la fixe un instant qui paraît être une éternité. Que va-t-il faire? Rien. À 2 doigts de frôler la mort, la fillette est sauvée par celui-là même qui l'a enlevée. Il lui annonce qu'il la libère. Est-ce un piège? Il ne semble pas, surtout après ces paroles. « Je te laisse partir. Si tu dis à quelqu'un ce que j'ai fait ou qui je suis ou quoi que ce soit sur moi, je reviendrai pour toi et je tuerai ta famille et toi aussi. » Il remonte dans la voiture avant de reprendre la route et de s'enfuir. Incroyable. Quelles étaient les chances pour que les événements prennent une telle tournure? Pas de temps à perdre pour Ginette, qui court de toutes ses forces vers le magasin d'alcool ouvert malgré l'heure tardive. Le caissier à l'intérieur est surpris de voir une enfant qui n'est évidemment pas sa clientèle habituelle, seule, qui plus est. Étonné par sa présence, il lui demande si tout va bien, mais en même temps qu'il prononce ces paroles, il réfléchit. Il a déjà vu ce visage, et avant que l'enfant ne puisse répondre à sa question initiale, il enchaîne en disant « Tu es la petite fille de la télé ». Quand il réalise, il ne perd pas une seule seconde et contacte la police pour annoncer que la jeune Ginette Tamayo se trouve dans son magasin. L'inspectrice Randall, dès qu'elle reçoit l'information, ne peut pas le croire. Elle fonce avec d'autres équipes à ce magasin de East Palo Alto pour mettre en sécurité Ginette. Sur place, après plus de 72 heures de disparition, elle peut voir de ses propres yeux le miracle qui semblait inenvisageable il y a encore quelques minutes. Une excellente nouvelle, mais le travail n'est pas terminé. Il y a un prédateur à mettre hors circuit et il faut faire vite. Pour ça, la meilleure arme de la police se trouve en face d'elle en ce moment. L'inspectrice Randall se présente à Ginette, lui annonce qu'elle va la prendre en charge, mais avant qu'elle n'aille plus loin, la petite fille se fait un plaisir de lui dire qu'elle a des objets dans sa poche, notamment le jouet en forme de tortue, la montre et ses sous-vêtements. L'enquête de la police vient d'être prémâchée par une enfant de 9 ans. Il n'y a littéralement qu'à se pencher pour ramasser les preuves. Ginette réclame dans la foulée une feuille de papier qui lui est immédiatement donnée, sur laquelle elle agite un stylo et apparaît un dessin de la maison accompagné d'un fragment d'adresse où elle fut captive 3 jours durant. Ce n'est pas tout. Elle ajoute à ces éléments à charge le numéro de téléphone portable de son ravisseur, ainsi que tous les autres détails qui lui reviennent. Il faut aller très vite afin d'éviter que le ravisseur ne finisse par décider de s'échapper. Remonter à lui avec son numéro de téléphone prendrait trop de temps. Alors, l'inspectrice Randall demande à Ginette si elle se sentirait capable de la conduire à la maison. L'enfant répond qu'elle pourrait essayer, en donnant les indications au fur et à mesure du chemin qu'elle a tenté de mémoriser. Alors que Ginette remonte le chemin parcouru avec l'inspectrice, d'autres agents sont envoyés dans les pizzerias Little Caesars dans le but de faire correspondre le numéro de téléphone avec le morceau d'adresse que la fillette a fourni. Dans la voiture, Ginette guide les policiers au jugé. Les voici dans une zone résidentielle, mais rien à signaler. Puis la petite fille se met à bondir en criant que c'est ici. Elle le répète frénétiquement, c'est ici, c'est ici. Le véhicule se fait discret. L'inspectrice Randall récupère l'adresse et demande où en sont les agents qui recherchent l'adresse complète dans les pizzerias. Bonne nouvelle, ils sont parvenus à faire le recoupement avec le numéro de téléphone et disposent à présent d'une adresse complète. Encore mieux, l'adresse correspond avec la maison qu'a pointée Ginette. Il n'y a plus aucun doute, la tanière du prédateur vient d'être découverte par la police et Ginette. Aussitôt, une équipe tactique est convoquée sur place, l'homme étant violent, le passage à tabac de Roselia et Paul en est la preuve. Le SWAT prépare son plan.
Grâce à Ginette, ils savent plus ou moins comment est disposée la maison et ils préparent l'intervention. Ils mettront un peu plus de temps que d'habitude à déloger leur homme qui s'était rendu dans le grenier pour se cacher. En vain, puisqu'il est débusqué et Ginette jubile. Elle tient sa revanche. David Montiel Cruz, un homme âgé de 26 ans, voici l'identité du suspect dans l'agression de Roselia et Paul Tamayo, ainsi que l'enlèvement de Ginette Tamayo. Son arrestation ne fut pas de tout repos. Il a tenté de s'échapper en menaçant l'intégrité des agents du SWAT, qui n'ont eu aucun scrupule à lâcher les chiens sur lui pour le forcer à coopérer. Suite à l'attaque des chiens, il a subi plusieurs blessures au bras et a enfin été placé en état d'arrestation. Son innocence, lors de son procès, sera difficile à démontrer, grâce à l'intelligence de la fillette de 9 ans qui a placé des preuves très incriminantes chez lui, avec cette boîte à pizza dissimulée sous le lit. Seule une personne ayant passé du temps dans cette maison lors des dernières heures aurait pu savoir qu'elle se trouvait à cet endroit et son contenu. 9 chefs d'accusation sont retenus contre l'homme, mais le plus important dans l'immédiat est que la famille Tamayo va enfin pouvoir se retrouver. Ginette a rapidement été envoyée à l'hôpital pour des soins. Roselia, sa mère, et Paul, son frère, la rejoignent soulagés. Le 21 janvier 2005, face au juge et aux preuves accablantes, il n'y a aucun espoir pour David Montiel Cruz d'être sauvé de la prison. Ce jour, il est reconnu coupable des 9 chefs d'accusation et condamné à une peine d'emprisonnement de 102 ans. On apprendra un peu plus tard que l'homme, finalement, a relâché sa victime parce qu'il lui faisait confiance. Il semble donc que Ginette, âgée de 9 ans, soit parvenue à remporter cette partie d'échec psychologique. Le passé de David Montiel Cruz n'est pas bien connu. Il n'a pas été relié directement à d'autres crimes du genre, mais nul doute que s'il s'agissait de son premier enlèvement, il n'aurait certainement pas été le dernier s'il avait pu s'en tirer. Malgré son agresseur en prison, la vie de Ginette sera un calvaire. Elle est psychologiquement détruite et n'ose plus sortir de chez elle, ni avoir le moindre contact avec une personne de sexe masculin. Il faudra 6 années complètes avant que le traumatisme ne disparaisse, mais ce sera pour de bon. Elle reprendra goût à la vie définitivement après une épreuve qu'aucun enfant ne devrait endurer. Ginette, comme une revanche sur la vie, a décidé que son futur serait celui d'inspecteur de police et compte bien se donner tous les moyens pour réussir. Voici pour cette affaire. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux, disponibles en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.